Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ma présentation qui, comme ça a été mentionné, s'intitule Construction identitaire à l'échelle urbaine, interaction entre les instances dirigeantes municipales et la communauté ukrainienne de Montréal. Donc, pour ce qui est de mes recherches, je me penchais sur l'étude de la construction identitaire des communautés issues de l'immigration dans un quartier, avec l'exemple de la communauté ukrainienne dans Rosemont à Montréal. La construction identitaire des communautés issues d'immigration a été étudiée dans la littérature à l'aide de diverses variables, que ce soit la maîtrise de la langue du pays d'accueil, la décision d'adhérer à des associations ethniques ou non, les relations sociales, que ce soit les immigrants entre eux, les immigrants avec les natifs. Bref, il y a vraiment plusieurs variables qui ont été mises de l'avant pour étudier la construction identitaire des communautés issues de l'immigration. Moi, j'ai décidé de me pencher sur une variable qui a été peu étudiée et c'est le rôle de la société d'accueil dans la construction identitaire des communautés issues de l'immigration. Puisque dans mes recherches, j'utilise l'exemple de la communauté ukrainienne dans Rosemont à Montréal, ben, dans mon cas, la société d'accueil, c'est la ville de Montréal. Donc, les instances dirigeantes municipales et les professionnels de la ville. Ça peut être des aménagistes, des urbanistes et tout ça. On peut donc se demander quel rôle peut jouer la ville dans la construction identitaire des communautés issues de l'immigration. Pour ce qui est du reste de la présentation, je vais poursuivre mon introduction en vous présentant les principaux objectifs de ma recherche. Je vais présenter également ma méthodologie. Puis, je vais faire un bref contexte. C'est quoi la trajectoire résidentielle des Ukrainiens à Montréal? Où on retrouve des Ukrainiens? Où se sont-ils établis et pourquoi? Par la suite, j'ai abordé l'identité ukrainienne dans Rosemont parce que Rosemont, c'est un quartier qui est devenu très important pour les Ukrainiens. Et par la suite, je vais enchaîner sur le rôle de la ville. Donc, l'importance de la ville dans la construction identitaire des Ukrainiens dans Rosemont, avec un exemple particulier qui est celui du réaménagement du parc de l'Ukraine, qui est en plein cœur de Rosemont. Pour ce qui est de mes objectifs, j'ai deux principaux objectifs, soit d'explorer le processus de construction identitaire en contexte migratoire, en se penchant sur les interrelations entre les associations ethniques et les instances dirigeantes municipales, et d'examiner la construction de la valeur symbolique d'un quartier à travers les interactions entre tous les acteurs impliqués, avec l'exemple de Rosemont. Juste avant de poursuivre, pourquoi valeur symbolique? Dans la littérature, il n'y a pas grand-chose qui est écrit sur le quartier ukrainien de Rosemont, mais quelques petits textes ou extraits de textes. Et les auteurs disent que Rosemont, c'est quand même trop petit. La section ukrainienne est trop petite pour être considérée comme un véritable quartier ukrainien. Les institutions ukrainiennes sont un peu éparses. Donc, ce serait plus une valeur symbolique ukrainienne qu'un véritable quartier ukrainien. Donc, juste pour faire une petite précision ici. Pour ce qui est de ma méthodologie, ça repose sur l'analyse de discours, surtout inspiré des écrits du philosophe français Michel Foucault. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'un discours. Un discours, c'est composé de plusieurs énoncés. Un énoncé étant un mot, un groupe de mots, une phrase, plusieurs phrases qui sont formées dans un contexte spécifique et qui appartiennent grosso modo au même sujet. Euh, Également, les discours, c'est formé à travers les relations de pouvoir. Donc, dans mon cas, les relations entre la communauté ukrainienne et la ville de Montréal. Les discours, dans le cadre de ma recherche, ont été retrouvés dans 43 entrevues semi-dirigées que j'ai menées avec des membres de la communauté ukrainienne de Montréal et avec des représentants de la ville de Montréal dans des archives d'associations ukrainiennes. Donc, on a vraiment plusieurs associations ukrainiennes au Canada et à Montréal. On a des associations ukrainiennes pan-canadiennes qui ont des branches locales à Montréal, donc des grosses associations, et plusieurs m'ont laissé consulter leurs archives. Puis, je me suis également basée sur l'émission de radio Ukrainian Time, donc une émission de radio à chaque semaine ukrainienne à Montréal et finalement sur une recherche dans les articles de journaux. Pour ce qui est du contexte, la communauté ukrainienne de Montréal a été formée par 4 vagues migratoires.
Mais ça, c'est vrai aussi de la communauté ukrainienne au Canada en général. Donc, ce qui se passe à Montréal, ça reflète ce qui se passe aussi dans le reste du Canada. Donc, les Ukrainiens sont arrivés au Canada à la fin des années 1800, début des années 1900. À l'époque, c'était pour coloniser l'Ouest canadien. Donc, on avait besoin de gens considérés comme des bons petits agriculteurs pour venir défricher l'Ouest et pour aider à la colonisation. Donc, plusieurs Ukrainiens ont immigré au Canada et certains ont décidé de rester à Montréal et de ne pas se diriger vers l'Ouest canadien. Donc, la communauté ukrainienne de Montréal a débuté là. Bon, l'immigration a cessé avec la Première Guerre mondiale. La deuxième vague, encore là, c'est des Ukrainiens qui sont surtout allés vers l'Ouest canadien. Mais encore une fois, plusieurs ont décidé de demeurer à Montréal. Bon, l'immigration cesse encore durant la Deuxième Guerre mondiale. Puis la troisième vague migratoire, c'est celle qui est la plus intéressante dans mon cas, parce que ça correspond à l'arrivée des Ukrainiens dans Rosemont. Donc là, les Ukrainiens ont immigré au Canada, mais ils se sont surtout concentrés dans l'Est, donc au Québec et en Ontario. Et au Québec, bien, quasiment toute la communauté ukrainienne est à Montréal. Puis la quatrième vague correspond à la chute de l'Union soviétique, après la chute de l'Union soviétique. Et là, les Ukrainiens sont encore allés dans l'Est du Canada, mais surtout à Toronto cette fois. Mais encore, il y en a quelques-uns qui sont allés à Montréal. Donc, au début des années 1900, quand les Ukrainiens arrivaient à Montréal, ils s'établissaient surtout dans les quartiers ouvriers et au centre-ville. Ils allaient là parce que c'était proche de leur lieu de travail. Également, c'était moins dispendieux. Il y avait moyen de louer à faible coût. Donc, c'était avantageux pour des immigrants qui n'avaient pas beaucoup d'argent et de ressources à l'époque. Donc, dans ces endroits-là, ils ont commencé à développer leurs institutions ukrainiennes. Donc, je parle surtout du centre-ville, de Pointe-Saint-Charles et de la Chine. Et les institutions ukrainiennes, au début, c'est toujours des églises. Donc, les Ukrainiens, c'est un peuple très religieux. Donc, on a la religion catholique, la religion orthodoxe. Donc, on développe d'abord les églises et par la suite, des institutions séculières vont éventuellement venir s'ajouter. Donc, ici, seulement quelques exemples. Là, j'ai mis la date des fondations des bâtiments et non la date de la formation de la paroisse. Donc, les paroisses datent de quelques années avant. Donc, on voit qu'on a quand même plusieurs églises ukrainiennes à Montréal. Donc, l'église catholique Saint-Basile dans la Chine, construite en 56, mais en 1956. L'église orthodoxe de Saint-Georges, encore dans la Chine, construite en 1951. Dans la Chine aussi, il y a une concentration d'institutions ukrainiennes. C'est pas juste à Rosemont. On a Saint-Michel, église catholique, construite en 1917 dans le coin du centre-ville. Première église ukrainienne à Montréal. Et on a le Saint-Esprit, construite en 1947 dans Pointe-Saint-Charles. Donc, seulement pour donner une idée de certaines églises ukrainiennes qu'on retrouve à Montréal. Les Ukrainiens sont arrivés à Rosemont dans les années 50 et 60. À l'époque, Rosemont, c'était la banlieue. Les logements étaient abordables et aussi, il y avait moyen de devenir propriétaire dans Rosemont. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important dans la culture ukrainienne de devenir propriétaire. Et aussi, il y avait plusieurs duplex, triplex. Donc, ce qui était avantageux pour eux, c'était d'acheter l'ensemble du bâtiment et d'en louer une partie pour avoir une source de revenus. Donc, ça pouvait être des perspectives intéressantes dans Rosemont. Et c'était une période aussi où ça commençait à être bien desservi par le transport en commun. Donc, c'était possible de se rendre plus facilement. Donc là, on a développé et relocalisé des institutions ukrainiennes dans Rosemont. Donc, certaines ont émergé dans Rosemont, mais il y en a d'autres qui étaient ailleurs dans Montréal qui ont déménagé dans ce secteur. Et aussi, ici, il faut que je mentionne que ce n'est pas l'ensemble de Rosemont qui est ukrainien, c'est vraiment le secteur proche du parc de l'Ukraine. C'est vraiment un secteur où on va retrouver plusieurs institutions ukrainiennes et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, seulement pour donner une idée de Rosemont, on a quand même 3 églises à seulement un coin de rue les unes des autres. Donc, Sainte-Marie Protectrice, église orthodoxe, fondée en 1962. La cathédrale orthodoxe de Sainte-Sophie, aussi fondée en 62. Mais encore là, c'est le bâtiment. Sainte-Sophie, avant, elle était au centre-ville. Et quand les Ukrainiens ont bougé vers Rosemont, elle a déménagé dans Rosemont. Et on a l'église catholique de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, fondée en 57.
On a aussi plusieurs institutions séculières qui se sont rajoutées, comme la Caisse Desjardins qui a déménagé dans ce bâtiment-là en 80. Or, de nos jours, et ça a commencé à partir des années 1990, les Ukrainiens ont commencé à quitter Rosemont. Ils s'éloignent de plus en plus, ils s'en vont vers de nouvelles banlieues, à des endroits où maintenant c'est là qu'il y a des logements de meilleure qualité et qui sont relativement abordables. Et c'est là que c'est possible pour eux de devenir propriétaires. Donc, on a de moins en moins une grosse concentration d'Ukrainiens dans Rosemont et on voit qu'ils sont de plus en plus dispersés sur l'île de Montréal et même à l'extérieur de l'île. Il y a d'ailleurs un secteur qui est devenu particulièrement important pour les Ukrainiens et c'est l'ouest de l'île. Bon, c'est sûr que c'est un secteur quand même large, mais il y a vraiment beaucoup d'Ukrainiens qui vont vers l'ouest. Il y a même une nouvelle paroisse qui a été créée récemment. Elle n'a pas encore son propre bâtiment, mais quand même une nouvelle paroisse pour montrer la présence ukrainienne dans le secteur. Malgré la dispersion des Ukrainiens dans Montréal, c'est quand même à Rosemont qu'on retrouve la plus grande concentration de leurs institutions. Donc, juste pour représenter ça brièvement aussi, j'ai essayé de cartographier la distribution des Ukrainiens à Montréal. J'aurais aimé ça le faire à partir des années, du début des années 1900, mais pour des fins de comparaison historique, c'était pas évident. Donc, j'ai réussi à le faire à partir de 1971, où on voit vraiment qu'il y avait une concentration d'Ukrainiens dans Rosemont. Puis, si on va une dizaine d'années plus tard, en 1986, on voit encore qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens dans Rosemont, mais on voit aussi que ça commence à migrer vers l'ouest de l'île. Et de nos jours, en 2016, ben, on voit qu'il y a moins de grosses concentrations importantes. On voit encore une petite concentration dans Rosemont, l'ouest de l'île, mais on voit vraiment que c'est plus dispersé. Donc, aussi, ce que je me suis demandé, c'est est-ce que Rosemont, c'est un secteur important pour les Ukrainiens? Autre le fait qu'il y ait des institutions, est-ce que les Ukrainiens s'identifient à ce quartier-là? Est-ce qu'ils trouvent que c'est un quartier ukrainien? Donc, c'est les questions que je leur ai posées lors des entrevues. Et ce qu'on m'a mentionné, pour la plupart des Ukrainiens, ils considèrent que Rosemont, c'est le quartier ukrainien de Montréal. En raison du paysage institutionnel ukrainien, des nombreuses activités ukrainiennes qui y ont lieu et de l'histoire ukrainienne du quartier. Donc, je vais reprendre ces points-là un à un dans pas long. Mais pour une minorité, c'est vraiment minoritaire, ils trouvent que Rosemont n'est plus un quartier ukrainien de nos jours, dû au déclin de la population ukrainienne. Donc, oui, il y a encore des Ukrainiens qui y habitent, mais ils sont vraiment moins nombreux qu'à l'époque. Par contre, tout le monde, tous les Ukrainiens à qui j'ai parlé s'entendaient pour dire que Rosemont, historiquement, était un quartier ukrainien. Mais pour une minorité, ce ne l'est plus de nos jours. Pour ceux qui pensent que c'est encore un quartier ukrainien, c'est en raison du paysage institutionnel ukrainien. Donc, visuellement, Rosemont renvoie l'image d'un quartier ukrainien. Donc, les institutions que je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, même pour quelqu'un de pas ukrainien, on peut le voir qu'il y a une touche ukrainienne. On m'a également parlé des activités ukrainiennes qui y ont lieu. Donc, même si les Ukrainiens n'habitent plus à Rosemont, ils continuent à y aller, surtout la fin de semaine, pour aller à diverses activités. Par exemple, les samedis matins, on a les écoles ukrainiennes où les enfants ukrainiens peuvent apprendre leur langue et divers éléments liés à leur culture. C'est sûr que les écoles ont lieu dans des écoles secondaires, dans des cégeps loués. Donc, la localisation dépend de la disponibilité des écoles, mais on essaie que ça soit pas loin de Rosemont lorsque c'est possible. Il y a également des associations pour la jeunesse ukrainienne où les Ukrainiens peuvent apprendre leur langue de manière plus ludique que dans les écoles, ainsi encore que des éléments liés à leur tradition. Puis, par la suite, en fin d'après-midi, les samedis, il y avait aussi des cours de danse ukrainienne. Donc, le samedi au complet, c'est des journées ukrainiennes. Et le dimanche, ça recommence. Donc, on a les liturgies divines. On parle de liturgie divine avec les Ukrainiens et non de messe. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs églises ukrainiennes dans Montréal, mais il y en a quand même 3 dans Rosemont, donc plusieurs liturgies divines là. Et les dimanches après-midi, parfois, on avait des concerts ukrainiens également. Donc, dans Montréal, il y a seulement 2 bâtiments ukrainiens assez grands pour tenir des événements ukrainiens. Un des 2 est dans Rosemont. Donc, une chance sur 2 que les gros événements soient dans Rosemont.
Et on m'a parlé également de l'histoire ukrainienne du quartier. Donc, les Ukrainiens mettent de l'avant qu'ils ont contribué à développer Rosemont en établissant leurs institutions, en établissant leurs petits commerces. Il n'y a plus beaucoup de commerces ukrainiens de nos jours, mais il y en a déjà eu beaucoup. Donc, ils disent qu'ils ont contribué au développement et aussi plusieurs ont grandi dans le secteur, donc ils ressentent un sentiment d'attachement lié aux mémoires d'enfance. Donc, le rôle de la ville dans tout ça, maintenant qu'on sait que c'est un quartier qui est important pour les Ukrainiens, la ville, au début, ça a vraiment commencé avec le changement d'un toponyme d'un parc. Donc, les Ukrainiens, éventuellement, voulaient un parc qui reflétait leur identité. Donc, en 1937, on retourne plus loin dans le temps, on a inauguré un parc qui s'appelle Parc Campbell Nord dans Rosemont. Donc, Charles Senwick Campbell, c'était un avocat et philanthrope. Il a légué une partie de sa fortune à la ville de Montréal pour faire des jeux pour enfants. Donc, on a donné son nom à un parc dans le coin de Rosemont. Mais à partir des années 60, il y a eu des démarches qui ont été faites par le Congrès des Ukrainiens canadiens, qui est vraiment une grosse association ukrainienne. C'est pan-canadien, il y a une branche à Montréal. Donc, il y a des démarches qui ont été faites par cette association-là auprès du maire Jean Drapeau pour qu'il y ait un parc à Rosemont qui s'appelle le parc Shevchenko. Taras Shevchenko, qui est un poète ukrainien très connu, très important dans la culture ukrainienne, qui a contribué au développement du nationalisme ukrainien d'ailleurs. Or, finalement, ce projet-là n'a jamais vu le jour. On n'a pas de parc Shevchenko à Montréal. Donc, des années se sont écoulées. Et en 1970, une nouvelle actrice entre en jeu, Renée Schumack. Elle n'est pas ukrainienne, mais elle est mariée à un Ukrainien et elle s'est beaucoup impliquée dans la communauté. Donc, elle a fait des démarches auprès du maire Jean Drapeau pour qu'il y ait un parc qui s'appelle le parc de l'Ukraine. Et finalement, à la suite de correspondance, le parc Campbell Nord a changé de toponyme pour devenir le parc de l'Ukraine en 1981. Et c'est un parc qui est vraiment important pour les Ukrainiens. Il est dans le secteur ukrainien, il y a un nom ukrainien et c'est aussi l'endroit où traditionnellement le Festival ukrainien de Montréal a lieu. Donc, c'est un gros événement ukrainien qui a lieu depuis 1999. De nos jours, ce n'est plus au parc de l'Ukraine, mais ça a longtemps été dans le parc de l'Ukraine. Plus récemment, le parc a été réaménagé par la ville. Ça a commencé en 2017. L'objectif principal, c'était de remplacer la patte aux joueurs désuètes par des jeux d'eau et de mettre aux normes les jeux pour enfants. Mais tant qu'à réaménager, on a décidé d'ajouter des symboles ukrainiens dans le parc. Donc, bon, ici, il y a une photo en haut juste pour vous montrer le toponyme du parc. Mais sinon, le croisement des chemins, c'est censé représenter le trident ukrainien, donc emblème ukrainien. Également, on a mis des arches métalliques végétalisées. Ça, c'est supposé rappeler le tunnel de l'amour à Cleveland, dans l'ouest de l'Ukraine. C'est un chemin de fer désaffecté où la végétation a pris le dessus. Donc, ça fait comme un tunnel de végétation et c'est populaire auprès des jeunes amoureux d'aller se promener là et de mettre des photos sur Instagram. Donc, on a fait un rappel au tunnel de l'amour ici. Et en 2022, on a ajouté une œuvre d'art. Donc, ça représente un œuf de Pâques ukrainien, mais blanc et composé de rubans. Donc, ce que j'ai fait avec ça, c'est pour ma recherche, pour voir le rôle de la ville de Montréal dans la construction d'identité ukrainienne. J'ai analysé les discours qui ont été énoncés autant par les Ukrainiens que par la ville lors du réaménagement de ce parc. Et il y a des discours qui convergent et d'autres qui sont assez divergents. En fait, il y a un discours qui est similaire, qui est partagé par la ville de Montréal et par les Ukrainiens. Et c'est le discours que j'ai appelé Rosemont en tant que quartier ukrainien. Donc, autant la ville de Montréal que la communauté ukrainienne reconnaissent que oui, Rosemont, c'est important pour les Ukrainiens. C'est considéré comme le quartier ukrainien de Montréal. Pourquoi? Ben, je vais passer brièvement là-dessus parce que je vous l'ai déjà expliqué. Ça recoupe la position des Ukrainiens. Donc, on a plusieurs institutions ukrainiennes. Visuellement, on voit que c'est un secteur ukrainien. Il y a également une histoire ukrainienne du quartier. Donc, autant la ville que les Ukrainiennes mettent de l'avant
que les Ukrainiens ont contribué au développement de ce secteur-là, ont établi leur commerce et tout ça. On m'a également parlé de la population ukrainienne. Donc, même si elle décroît, il y a quand même une concentration d'Ukrainiens à Rosemont. Et on a mis l'accent sur les nombreuses activités et événements ukrainiens qui y ont lieu, notamment le Festival ukrainien de Montréal. Donc ça, la Ville a beaucoup mis l'accent sur ce festival-là pour expliquer le caractère ukrainien de Rosemont. Or, il y a un autre discours qui diverge et c'est un discours au niveau de l'inclusivité. Donc, quand on regarde plusieurs documents, plans d'action, chartes publiés par la Ville de Montréal, on voit que Montréal essaie vraiment de se positionner en tant que ville inclusive. Donc, inclure que toutes les communautés ethno-culturelles se sentent inclus dans la ville. Et c'est un discours qui a été encore énoncé spécifiquement lors du réaménagement du parc de l'Ukraine. Donc, on dit que les Ukrainiens doivent se sentir inclus dans Montréal et doivent se sentir inclus dans le réaménagement de leur parc. Pourquoi ils doivent se sentir inclus? On dit qu'on a eu des consultations avec les Ukrainiens. Donc ici, on reconnaît que ce n'était pas un processus collaboratif à proprement parler, mais on les a consultés et ils semblaient contents des plans proposés. Également, on a mis de l'avant la centralité des symboles ukrainiens. Donc, on dit qu'on n'était pas obligé de commémorer la communauté ukrainienne en réaménageant le parc, mais on a décidé de le faire parce qu'on trouve que c'est important, étant donné le poids de cette communauté-là dans le secteur. Également, on a dit que le festival ukrainien a été accommodé, que tout a été fait pour que le festival puisse se maintenir dans le parc de l'Ukraine suite au réaménagement. On a trouvé un nouvel endroit pour la scène extérieure, on a rajouté des tables et tout ça. Les Ukrainiens, de leur côté, ne partagent pas ce discours-là de la ville. Eux, ils ne se sont pas sentis inclus dans le réaménagement de leur parc. Donc, on voit que ça fait une tension entre la ville et les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont mis de l'avant qu'ils auraient aimé être davantage consultés. Donc, ils disent, oui, on a été consultés, mais seulement lorsque les plans étaient déjà décidés, ont été déjà dessinés, on aurait aimé un processus plus collaboratif du début jusqu'à la fin. Également, on a trouvé que les symboles ukrainiens sont trop subtils. Donc, les Ukrainiens, en général, ne se reconnaissent pas dans ces symboles-là. Ils trouvent, par exemple, que l'œuf de Pâques ukrainien ne ressemble pas assez au vrai œuf de Pâques ukrainien, que les sentiers qui forment le trident ukrainien se voient seulement à vol d'oiseau, que le tunnel de l'amour n'est pas tant important que ça dans la culture ukrainienne. Donc, ils auraient aimé d'autres symboles, ils auraient aimé se sentir plus représentés dans leur propre parc. Et aussi, ils trouvent que le festival ukrainien n'a pas été accommodé. D'ailleurs, le festival ukrainien n'a plus lieu au parc de l'Ukraine depuis le réaménagement. Là, c'est sûr que pendant le réaménagement, on ne pouvait pas tenir un festival dans le parc. Bon, après, il y a eu la COVID et tout ça, ça n'a pas aidé. Mais maintenant, il est au parc. Il était au parc Maisonneuve cette année, il était au parc Beaubien avant, oui, c'est ça. Donc, ils se sont sentis un peu, il y en a plusieurs qui se sont sentis mis dehors de leur propre parc, finalement. Donc, ça a fait des tensions entre la ville et les Ukrainiens. Et les Ukrainiens essaient encore de mettre de la pression sur la ville pour rajouter d'autres symboles pour qu'ils se sentent vraiment représentés dans ce qui est supposé être leur parc. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est qu'on voit que Rosemont a été développé comme quartier ukrainien dans les années 1950-1960. Également, on voit que plusieurs Ukrainiens s'identifient toujours à Rosemont de nos jours, que c'est vraiment un secteur important pour eux, qu'ils essayent de s'approprier ce secteur. Et on voit que la ville de Montréal a eu un impact sur l'identité ukrainienne dans Rosemont. Donc, l'impact est moins important que ce que j'aurais pensé au début de mes recherches, mais l'impact est quand même là, dans le sens que la ville de Montréal reconnaît l'importance de Rosemont pour les Ukrainiens, reconnaît que c'est un quartier ukrainien, donc cette reconnaissance officielle-là, ça appuie le discours de Rosemont en tant que quartier ukrainien, et aussi à travers le réaménagement du parc. Donc là, c'est sûr que même si les Ukrainiens sont plus ou moins satisfaits du réaménagement, d'un point de vue externe, ça reflète quand même le fait que Rosemont, c'est un quartier ukrainien.
Mais effectivement, il y aurait lieu de faire de meilleurs ponts entre la ville et la communauté pour de futurs projets qui concernent directement la communauté ukrainienne. Et finalement, on voit que la ville a utilisé les Ukrainiens pour promouvoir sa propre identité. Donc, la ville de Montréal a profité d'événements ukrainiens, dans ce cas-ci, le réaménagement du parc de l'Ukraine pour se positionner encore plus en tant que ville inclusive. Donc, on voit qu'elle utilise les Ukrainiens à cette fin-là. Et finalement, que Rosemont, ben, on voit que ça a acquis la valeur symbolique du quartier ukrainien de Montréal. C'est une valeur symbolique qui a surtout été développée par les Ukrainiens eux-mêmes, mais comme j'ai dit, il y a quand même la ville qui a eu un certain impact et qui pourrait en avoir plus dans le futur si de meilleurs ponts sont établis avec la communauté. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup pour votre attention.